très heureux, ça fonctionne, oui, d'ouvrir cette 14e séance des Voix au chapitre, qui sont des discussions autour d'ouvrages publiés par des collègues de l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Un ouvrage d'un format un peu particulier, je vais vous dire pourquoi il est particulier dans un instant, mais avant cela, je voudrais dire une chose et remercier très chaleureusement Aurélia, qui est ici, Aurélia Orita, qui m'a fait la plus belle dédicace que je n'ai jamais reçue de ma vie. Et comme président, j'en reçois beaucoup, mais je ne sais pas si on peut la montrer, puisque Aurélia a fait ses études à l'EHESS. Donc elle m'a fait une formidable dédicace, voilà, et je la remercie infiniment. Je n'ai jamais eu une dédicace aussi belle, et elle restera dans mon panthéon des dédicaces pour des livres que je reçois à la présidence de l'école. Peut-être deux, merci beaucoup Aurélia, deux plus généralement et de manière moins personnelle, deux remarques. La première chose, c'est le thème du livre qui nous a beaucoup tout de suite séduit avec Jérôme Malouat et avec l'équipe, parce que comme beaucoup, ce qui se passe à Mayotte est important, parfois un peu invisibilisé dans les discussions publiques et malheureusement invisibilisé. L'EHESS, ça monte là, l'EHESS avec le Palais de la Porte Dorée a lancé une initiative commune pour essayer de mener à bien des projets de recherche et de création autour de ce qui s'est passé, en partenariat avec des institutions à Mayotte. Et donc nous y travaillons avec différents ministères et je serai ravi d'en parler après cette présentation. Je crois que c'est extrêmement important que les sciences sociales se saisissent de ce qui s'est passé pour donner les outils de compréhension et aider à la reconstruction. Le livre donne des pistes, je crois, et invitera chacun à réfléchir aux enjeux de la reconstruction qui sont tous sauf anecdotiques. Deuxième chose sur la forme, je remercie les éditions Delcourt d'être là, puisque comme président de l'EHESS, je suis très très souvent sollicité par de jeunes étudiantes et étudiants qui veulent écrire autrement les sciences sociales, qui veulent raconter les sciences sociales, les problèmes des sciences sociales, avec d'autres formats que les formats classiques que nous connaissons, les grandes revues, les grandes maisons d'édition classiques, Le Seuil ou d'autres, qui ont publié beaucoup d'ouvrages de sciences sociales. Il y a presque un désir de la jeune génération, et pas seulement de la jeune génération, d'écrire autrement les sciences sociales, pour s'adresser à un autre public aussi. Et comme président, je suis très attentif à ce qui se joue, c'est essentiel ce qui est en train de se jouer. Il y a à la fois des jeunes chercheuses et chercheurs qui veulent faire des sciences sociales autrement, sous la forme de bande dessinée, sous la forme d'exposition, sous la forme de podcast. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important et qui va changer les sciences sociales. Et je crois aussi qu'il y a un public. On m'a donné les chiffres de certaines ventes qui font pâlir, je crois, à tous les chercheurs classiques en sciences sociales comme moi. Donc on voit qu'il y a un public. Il n'y a pas seulement du côté de la production des savoirs des gens qui veulent écrire autrement. Ça trouve aussi un public, ça trouve des lecteurs et des lectrices qui ont envie qu'on leur parle de Mayotte, qu'on leur parle des algues vertes, d'environnement, d'écologie, de Palestine ou de grandes questions sociales et politiques, mais qu'on en parle autrement. Donc je pense que c'est aussi très important que le HESS se positionne par rapport à ça. Et c'est pour ces deux raisons que je suis extrêmement heureux d'accueillir ce beau panel qu'Anne-Christine Trémont, dans un instant, va vous présenter. Excellente séance et je salue en ligne les gens de Mayotte qui nous regardent et qui entendent bien, je l'espère. Bonne séance à toutes et tous et je laisse la parole à Anne-Christine pour présenter les participantes et les participants. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Ah oui, c'est mieux. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont dans la salle et de loin ou derrière leur écran pour cette séance de Voix au chapitre qui, grâce à Jérôme Malouat, est décidément à la pointe de l'actualité éditoriale, puisque la séance d'aujourd'hui porte sur une BD qui est sortie le 7 mai, Le béton et le bambou. BD qui est le fruit de 3 ans de travail pour documenter l'habitat traditionnel
de Mayotte, et notamment, comme le titre l'indique, l'utilisation du bambou comme matériau. Alors, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup parlé en tant qu'anthropologue, puisqu'il relate l'histoire, la manière dont se déroule une enquête ethnographique, alors qu'il prend ici une forme assez particulière, puisqu'elle prend la forme de rencontres successives avec 7 artisans, jardiniers, constructeurs, pour interroger les méthodes employées pour la construction d'habitats traditionnels mahorais. Et je vois quelques éminents spécialistes de Mayotte dans la salle. Et donc l'ouvrage interroge notamment l'utilisation du bambou à des fins de construction durable, avec l'idée de redévelopper la filière bois au lieu du tout béton. Et plus largement, je dirais, l'ouvrage interroge la question de la transmission des savoirs et savoir-faire. Donc la discussion portera sur ces questions, sachant que la BD a été réalisée juste avant le cyclone Chido de décembre dernier qui a dévasté Mayotte. La discussion portera également sur ce que le format BD scientifique, en quoi il permet de nourrir un projet interdisciplinaire, associant notamment anthropologie et architecture. J'en parlais pas plus tard que la semaine dernière à Berne, en Suisse, avec une collègue qui s'appelle Charlotte Malter-Barth, qui est architecte et qui vient de sortir un manifeste pour un moratoire sur la construction, qui va paraître aux presses du réel. Et enfin, la discussion portera sur le statut peut-être hybride de cet ouvrage, puisqu'il est composé de 115 pages de bande dessinée, suivies de reportages photos qui relatent l'enquête d'une autre manière, et ces pages sont tout aussi passionnantes. Alors ce projet a été mené par 2 auteurs et une autrice que je vais présenter tour à tour. En commençant, je vais suivre l'ordre qui a été adopté pour les prises de parole, et donc je vais commencer par les auteurs. Frédéric Julian, voilà, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, notre collègue, archéologue, primatologue et anthropologue. Ses recherches portent sur les processus évolutifs, les phénomènes techniques et culturels, les interactions humains-animaux sur la très longue durée. Il a notamment publié La nature est-elle culturelle en 1998 et co-publié Les natures de l'homme en 2007 et Dire le savoir-faire en 2008. Et c'est justement sa préoccupation envers l'érosion des savoirs qui l'a poussé depuis plusieurs années à collaborer avec des biologistes, des archéologues, des artistes à des projets concernant les savoir-faire et la protection de la planète, et a développé une nouvelle démarche intitulée Anthropographique, dont cette BD est une illustration. Nous entendrons ensuite Mathias Cambrelling, qui est architecte, diplômé de l'École nationale supérieure d'architecture de Lumini, et qui est également formé à l'agroforesterie et l'hydrologie régénératrice. Il développe des projets de filières territoriales, locales et durables, de construction. Et dans la BD, il est raconté comment il a obtenu un financement du ministère de l'Agriculture et des Forêts, un peu inespéré, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt, pour j'ouvre les guillemets, développement d'une filière soutenable et solidaire dans le sud-ouest de l'océan Indien, et donc notamment pour développer les filières bambou et fibres mahoraises. Et nous introduirons enfin Aurélia Aurita, qui est le nom de plume ou de pinceau à calligraphie de l'autrice ici présente d'une douzaine d'albums de bande dessinée, alors depuis Angora, ton premier, jusqu'à La vie gourmande, l'avant-dernier, paru en 2022, qui est une autobiographie culinaire qui raconte ses expériences des Vosges au Japon et qui a obtenu le prix Wolinski. Et dans ce 12e album, on retrouve 2 éléments centraux du parcours de l'autrice. D'une part, l'attention minutieuse portée à la flore, ce que j'ai noté, rappelle que notre autrice a fait des études de pharmacie initialement et en connaît un rayon en flore indigène, manifestement. Mais elle ne s'est pas arrêtée aux études de pharmacie puisqu'elle a repris récemment des études d'anthropologie dans cette maison,
ce que l'on voit à son sens de l'observation participante, hein, qui nourrit déjà ses précédents albums, et donc qui vient d'être confirmé par le master en anthropologie qu'elle a obtenu à l'EHESS en 2023, hein, c'est bien ça? Est-ce que j'introduis d'emblée les voix au chapitre ou est-ce que je maintiens le mystère jusqu'à tout à l'heure? Je peux peut-être les introduire tout à l'heure, ça va? Alors je vais sans plus tarder laisser la parole à Frédéric Joulian pour la première intervention. Frédéric, tu disposes de 15 minutes. Merci pour cette proposition. C'est une première pour nous avec cet exercice, et puis aussi c'est une première pour parler de ce que nous faisons à l'EHESS à Marseille en partenariat avec le MUSEM et qui a donné lieu à ce livre. Je vais laisser plutôt Aurélia et Mathias parler de Mayotte. Je vais dire les racines du projet et de ce que j'ai nommé, je dirais assez rapidement, l'anthropographie. En une dizaine de points, attendez, je vais déplacer ça. Voilà, je vais explorer une dizaine de points très rapidement. Juste pour dire que ces questions d'illustration et de... Alors, comment ça avance? Comme ça. Voilà. Juste pour dire d'où je viens, donc tu l'as dit, je viens de l'anthropologie biologique et de la primatologie. Et c'est en primatologue, en travaillant sur l'évolution humaine, et en préhistorien, puisque je suis formé à la préhistoire, que ces questions de représentation et d'illustration m'ont préoccupé depuis longtemps. Comment on exprime, comment on représente les théories de l'évolution, et la question de l'hominisation et de l'hypercomplexité qui est liée à l'hominisation. Mais également la question de l'altérité, à partir du moment où les êtres nos ancêtres qui vivaient il y a 3 millions d'années sont extrêmement différents de nous, sont plus proches des primates que des Homo sapiens. On est sans arrêt face à des questions de distinction, d'altérité et de représentation. Comment on représente les connaissances, comment on les exprime. Donc ces questions-là m'ont animé avec aussi la question du comportement et des activités. Comment on représente non pas simplement des objets, des états, des institutions, mais aussi des flux, des mouvements, des comportements. On dit activité en anthropologie, on dit plutôt comportement en éthologie, mais il s'agit de la même chose. Comment on représente ce type d'altérité quand on a des êtres comme cela, des non-humains, pas des non-humains au sens latourien, mais des non-humains au sens primatique du terme, et comment on fait connaissance avec ça. Alors on fait connaissance avec ça, avec d'autres inspirations, et mes inspirations viennent plutôt de l'école de Kyoto, où la séparation entre la nature et la culture se présente autrement et a été dessinée autrement par les chercheurs japonais. Imanishi, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est posé ces questions-là et a développé une école particulière à laquelle je collabore depuis quelques années en partenariat avec l'université de Kyoto. C'est trop... Je m'éloigne ? Avec l'université de Kyoto. Et ces aspects-là sont aussi à raconter autrement, parce qu'on est dans des zones limites, on est dans des zones d'interface. Et quand on travaille sur les interactions entre les primates et les humains, là c'est les missions qu'on a menées en 2023 à Bossou en Guinée avec mes collègues japonais, on est sur des questions d'interface, et les faire comprendre, souvent ça passe par la vidéo, ça passe par la photo, mais dans un certain nombre de cas, on ne peut pas représenter l'irreprésentable. Et quand, là c'est au Ghana par exemple, les travaux qu'on a menés avec mon équipe sur les interactions avec les primates ne sont pas des primates, les primates sont des ancêtres. Les primates sont enterrés dans des cimetières et donc ont d'autres significations. On est dans des significations qui sont cruciales pour ces populations, dans ces bois sacrés, et donc le dessin est un des vecteurs. Donc cette question de la limite et de la représentation anime tout ce qu'il y a derrière. Et depuis longtemps, je suis en échange, en discussion avec des dessinateurs de bande dessinée. Là, c'est un dessinateur français qui s'appelle François Bouc, auquel j'ai demandé de dessiner un homme singe.
Je lui ai demandé un jour de dessiner une femme singe aussi. Et donc, par la caricature, par le dessin, par le grossissement du trait, on peut comprendre certaines choses et qui nous permet aussi de faire science avec le dessin. Mon autre point d'origine qui relie tout ça, c'est l'école Leroy-Gouranienne. Il se trouve que j'étais un des derniers à passer par l'école Leroy-Gourhan à Pincevent. Et pour Leroy-Gourhan, l'archéologie passe par le dessin. On dessine énormément en archéologie, c'est un des vecteurs principaux de la connaissance. Mais Leroy-Gourhan avait une autre casquette. Il était ethnologue et il avait commencé par l'ethnologie au Japon. Et toute sorte d'ethnographie du Japon, entre 1937 et 1939, est une ethnographie qu'il utilise avec la photo. Il développe ses photos tous les jours. Il utilise la photo comme moyen d'enquête. Et dans les formes d'écriture, elles sont aussi amplement dessinées. Et tous ces textes sont parsemés de dessins. Et nous ont formés. Je vois, il y a Sophie en face de moi. Elle sait très bien de quoi je parle. On a tous les anthropologues des techniques qui ont été formés à la culture matérielle par ces 2 livres fondateurs de Leroy-Gourhan, Évolution et technique, qui empruntent au Japon, qui empruntent conséquemment au Japon, et tous ces dessins nous permettent de comprendre immédiatement ce qui se passe par ailleurs, mais aussi ce qui nous permet de comparer. Et ce qui est, je dirais, une des leçons pour l'anthropologie du dessin, c'est aussi ça, c'est de mettre à même niveau toutes les cultures. Il ne faut pas oublier qu'on est en 1941, en 1943 quand il publie. Il va enseigner en 1948 ensuite à Lyon. Il va former tous les administrateurs coloniaux. Il ne va pas faire simplement de l'ethnologie de recherche. Il va faire une ethnologie qui va être utile à la profession de cette façon-là. Et ces dessins sont un moyen de mettre les cultures en comparaison. On a poursuivi, dans le cadre de notre réseau équipe technique et culture, aussi cette tradition du dessin. Je mets juste un exemple, mais on a dans Technique et Culture, Edith Echarbe, Satouf, Villemin nous ont prêté leur dessin qu'on a utilisé d'une façon ou d'une autre pour tenter, je dirais, d'épaissir la description et les terrains. On a essayé aussi d'autres choses sur le format du photographe, qui est une bande dessinée un peu exceptionnelle dans l'histoire de la bande dessinée, qui mêle la photographie et le dessin dans un même type de séquençage. Ce sont des exemples qu'on a essayé de mettre en œuvre dans la revue Technique et Culture, par le dessin et la photo, en redonnant la parole aux acteurs, en les individualisant, en les personnalisant. Et ce type-là d'exercice a fonctionné jusqu'à un certain point. Éditorialement, ça a marché, mais c'est très difficile de faire fonctionner une revue interdisciplinaire qui plus est, avec cette modalité d'écriture. On n'y est pas réellement arrivé, mais on est arrivé de façon un peu plus nette, en utilisant le dessin dans le cadre d'enquêtes collectes, comme elles se font au MUSEM, et en partenariat avec le MUSEM. Donc, quand on a fait le livre Réparer le monde et l'exposition Vie d'ordures, le dessin était omniprésent et nous a permis de mettre de façon synchronique certaines choses qui apparaissaient à différents endroits. Là, le dessin qui est montré par Bastien, c'est un dessin qui montre différentes scènes de la vie caïrote, toutes mises ensemble alors qu'elles sont complètement éclatées. Donc les vertus du dessin en anthropologie sont multiples et je ne vais pas détailler ça, je vais avancer. Mais ce que je veux dire, c'est que l'articulation du dessin et de la photo, on a essayé de la travailler et ces premiers exercices qu'on a fait à Technique et Culture ont permis de nourrir ce qu'on a fait dans le béton et le bambou en termes de différents types de récits dessinés et récits ethno-photographiques que vous avez dans la dernière partie du livre. Voilà, c'est ce genre d'exercice-là qu'on a mené. Et ça s'est fait dans le cadre d'un workshop qui maintenant va fêter ses 10 ans, qui s'appelle Une autre façon de raconter, qu'on a fondé avec Pierre-Olivier Dittmar en 2013, si je ne me trompe pas, à Marseille, en partenariat avec le MUSEM. On a essayé de mettre ensemble des dessinateurs, des chercheurs, des éditeurs, des cinéastes et des performeurs parfois, comme là par exemple cette dessinatrice italienne qui fait aussi du cinéma d'animation pour raconter des terrains ethnographiques. Elle est anthropologue et dessinatrice. Ou Juliette Nier par exemple, qui est une designer qui elle utilise la pantomime et du design graphique pour
raconter en live certains récits. Donc c'est ce genre d'exercices-là qui ont nourri pendant 10 ans une autre façon de raconter, qui a permis de développer le projet anthropographique. Donc l'idée, c'était de développer une collection. En 2016, l'idée, c'était de lancer un appel à communication et développer une collection. On s'est adressé aux éditions de l'école, qui ont décliné parce qu'ils ne se sentaient pas capables d'éditer de la BD. Les éditeurs privés comme Casterman ou autres n'ont pas suivi aussi parce qu'ils pensaient à des one-shots, mais pas à des collections. C'était aussi une des difficultés. L'idée, c'est aussi de parler de ça. Dans le sens où la revue dessinée marche toujours très très bien, mais d'autres collections ont fermé. Sciences humaines en bande dessinée, ça décline. Je dirais peut-être parce que le travail a été fait en 2 temps. Premier temps de la recherche, et puis on va traduire la recherche en bande dessinée. On a pris le contrepoint avec anthropographique, le contre-pied avec anthropographique, en disant travaillons ensemble, dessinateurs, chercheurs, dans ce cas-là, architectes, dès le départ, dès le démarrage du projet. Et c'est ça qui fait la différence. Un premier cas a été fait. Alors, je ne vais pas développer pourquoi la bande dessinée, le manga, mais je dirais c'est parce que c'est un art séquentiel, c'est parce que c'est un art intégratif, parce que c'est un art qui permet de représenter de l'invisible et de façon synthétique et cumulative. Je rappelle, voilà, une BD, ça peut être ça, un texte scientifique, c'est ça. Donc, d'une certaine façon, on est très efficace à publier dans l'Homme, ou dans, là, je ne sais plus ce que c'est, Réseau, non, c'est l'Homme, pardon, ou dans Nature, on sait faire. Mais qui nous touchons en écrivant comme ça? En fait, nous avons des écritures qui sont pauvres visuellement, et l'idée de la bande dessinée, c'était aussi de développer des écritures plus riches, plus épaisses, qui nous permettent d'aller vers autre chose. Juste pour évoquer les vertus du dessin, c'est l'alliance du texte et de l'image, c'est l'alliance d'état et de dynamique, c'est l'alliance d'altérité, de mondes différents, c'est la multisubjectivité. En une planche comme celle-là de Daniel Clowes, on peut faire parler 10 personnes et donner 10 avis sur une même situation en une page. C'est ça les vertus de la bande dessinée, pour un anthropologue aussi. C'est aussi pouvoir dessiner des terrains. Là, je rends hommage à Patrick Pérez, qui est un architecte et ethnologue de Toulouse, qui lui travaillait en Amérique du Nord sur les populations Hopi, et qui était capable de dessiner les Katsinam Hopi de mémoire le soir, puisqu'il n'avait pas accès à la photographie ni au dessin en live. Et tout compte fait, son œuvre est essentielle pour comprendre de façon comparative ces pratiques rituelles. Juste un exemple de Maëlle Calandra, une étudiante en master que nous avons eue à Marseille, qui elle a fait dessiner sur le terrain en Vanuatu ce qu'est la catastrophe pour les gens. Donc les usages du dessin en anthropologie sont vraiment multiples. Les carnets de dessin. Inès Pasqueron a fait aussi une thèse sur une anthropologie du rire. Et en fait, photographier le rire, c'est impossible. On arrive toujours après, le moment clé. Et par le dessin, en partenariat avec un dessinateur, elle a rendu compte autrement. Et puis, en lançant ce projet anthropographique, j'ai rencontré Aurélia qui a fait une proposition, et puis on a commencé à travailler ensemble à différents exercices, là chez Alexandre Mazia ou chez un pêcheur dans le sud-est de la France, ici avec des couteliers de tiers, donc c'était des exercices pour nous, en attendant d'arriver à faire quelque chose ensemble. Entre-temps, l'université de Seika au Japon a dit oui au projet anthropographique et a financé une partie de l'enquête qu'on a menée avec des dessinateurs de BD japonais, designers, pour moi l'anthropologie, et des dessinateurs de BD. Donc on a travaillé chez les artisans du papier, le washi, et on a monté une exposition. Là, ce n'est pas une bande dessinée, c'est une exposition en BD qui raconte le making-of en même temps que les résultats.
Donc on a travaillé chez les artisans du papier et après chez les utilisateurs du papier qui réalisent des objets. Là, dans le cadre de Lanterne, tout ça, ça a donné lieu à une exposition. Malheureusement, l'exposition est tombée pendant le Covid. On était très contents, mais on l'a fermé 3 mois après, avec 15 visiteurs. Très déçus. On l'a remonté cette année, en 2024, et c'était plein. Et là, on a un support comme celui que vous avez à droite, magnifique, pour pouvoir aussi parler de notre travail et parler de la recherche. Donc, cette expo, elle continue à vivre. Elle a été reprise par des collègues ethnologues en Suisse. Elle est montrée à l'écomusée du bois à Aubonne en ce moment. Et elle est déployée autrement. Elle est déployée dans un arboretum et dans un écomusée. Et dans un écomusée, ça prend une autre signification, ça peut être joué d'une autre façon. Le partenariat avec la fabrique. Louis-Antoine, à ma gauche, se retrouve. Ça a permis ce genre de lien avec Delcourt. Et je te remercie de nous avoir embarqués aussi et permis de cette chose-là. Et de développer le projet sur Mayotte. Donc je mets quelques vues de Mayotte, mais je pense que mes collègues vont prendre la suite pour... Donc, pourquoi Mayotte? Parce que Mathias a travaillé depuis des années à Mayotte, il va nous en dire quelque chose, et il m'a demandé de faire une anthropologie des techniques et de l'aider sur les chaînes opératoires, ce que nous savons faire, nous, en anthropologie des techniques, décrire les processus opératoires de façon détaillée et en continu. Et l'idée, ça a été de travailler ensemble, tous les trois, sur un terrain qu'on est arrivé à financer avec la Direction des Affaires culturelles et l'ADEME. Et un peu de l'ANREAL. Et on est arrivé là, et à l'aéroport, on a été reçu par du béton. Donc, un petit robot. De l'acier, un petit robot, tout ce auquel on ne croyait pas que ça soit comme ça. Donc, voilà quelques images qui... Tu veux commenter ou tu enchaînes? Bon, j'enchaînerai après, vas-y. Ok. Donc voilà, quelques images de Mayotte. Donc, des images des artisans au travail qu'on est allé interviewer, interroger. Et suivre les gestes, notre enquête, Aurélia en train de dessiner, ses dessins de terrain. Alors j'attire votre attention que parfois ces dessins de terrain sont plus élaborés, plus finis d'une certaine façon que ceux qu'on va retrouver dans la BD. Ils ne sont pas plus finis, ils sont plus peut-être détaillés, peut-être moins lisibles d'une certaine façon, mais ils sont faits sur le terrain, donc c'est quelque chose qui est un peu contre-intuitif pour les non-amateurs de dessin. Mais voilà, ça permet aussi de créer des conditions d'échange sur le terrain qui sont d'une autre nature, donc avec tous les acteurs. Pour le récit ethnophotographique, c'est un récit parallèle que vous avez dans la dernière partie de l'ouvrage. C'est un récit qui dit en photo autrement ce qui est dit en dessin. Et donc l'enjeu était l'enjeu de l'éco-construction à Mayotte. Et je vais laisser Mathias en parler. Je veux dire simplement aussi autre chose, c'est qu'on a travaillé de façon itérative avec nos amis mahorais et avec l'association BAM, Bambou à Mayotte, avec un scénario qui a été envoyé, qui a été amendé, qui a été corrigé par les gens. Puis après avec un storyboard, 2 storyboards en fait,
un premier qui avait été fait, puis après en travaillant avec Louis-Antoine, on a tout déconstruit et reconstruit. Et ce story world aussi a été envoyé à Mayotte, donc retour de nouveau, et amendement de notre travail, et puis après on s'est jeté à l'eau. Donc il y a un travail qui est fait aussi de façon fine, en partenariat avec les personnes. Et t'attaques. Donc ce projet de bande dessinée, il s'intègre dans une stratégie qui a été élaborée en 2018 dans le cadre, en parallèle du projet du lycée des métiers du bâtiment, qui était dit comme le plus grand lycée de France en 2018-2019, et dont les agences d'architecture Encore Heureux et Co-Architectes sont les mandataires. Donc à ce moment-là, moi je suis stagiaire. Je ne suis que stagiaire dans un bureau d'études qui s'appelle Gojard Technology Scope, qui est en avance et fer de lance sur beaucoup de questions de développement de filières, la filière construction paille, bois du Mont Ventoux, bref, beaucoup de redéveloppement et de réactivation de filières locales. Et on me demande, une fois que le projet est réalisé et conçu, comment pourrait-on intégrer les ressources locales, qu'elles soient naturelles, humaines, culturelles, historiques, etc. On ne s'est pas arrêté qu'aux ressources naturelles. C'était vraiment pas du tout, c'est même arrivé à la fin de la liste. Donc dans ce cadre-là, il y a le ministère de l'Agriculture et des Forêts nous contacte, il connaît un petit peu notre appétence pour gérer ce type de questions de développement de filière, avec un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, pour développer des filières locales, tout simplement, les économies forêt-bois localement. Et donc on se saisit de ce sujet-là, de ce projet-là, de cet AMI, pour pouvoir à un moment donné explorer la possibilité d'intégrer ces ressources au lycée des métiers du bâtiment. Il en ressort de ce fait un rapport de plusieurs centaines de pages, certes, beaucoup illustré. En fait, à un moment donné, il a vraiment fallu faire en sorte d'expliquer des phénomènes, des traditions, des relations des habitants, des Mahorais à leur milieu, aux institutions et aux administrations locales. Et le dessin, bon, moi je suis architecte, donc je dessine, et puis j'ai toujours eu cette appétence pour le schéma, le diagramme, l'illustration en général, et en même temps, pour porter un récit territorial à des institutions, à des administrations, pour qu'ils puissent à un moment donné s'en saisir. On est trop souvent, à mon goût, sujet aux rapports qui finissent dans un petit tiroir, aussi bien développés soient-ils. Voilà. Donc il fallait à un moment donné essayer de raconter cette histoire-là. Donc à ce moment-là, moi je me suis saisi surtout d'une école de pensée, des territorialistes italiens. Avec Magnaghi, j'avais étudié ce courant de pensée, et j'ai essayé de le mettre en action dans ce projet-là, en retournant dans un premier temps, en faisant une énorme erreur en fait, en voulant exploiter la forêt, couper des bois sur des sites de construction. Et c'est en fait en développant une pratique de recherche-action que j'ai commencé à rentrer en contact avec les Fundis, grâce, encore une fois, aux agences Encore Heureux et Co-Architectes qui avaient une permanence architecturale sur place, donc avec des architectes qui étaient constamment sur le chantier, au contact des habitants. Et donc ça a vraiment permis à un moment donné de rentrer plus facilement en contact avec des artisans mahorais, menuisiers, charpentiers, constructeurs terre, BTC, etc. Et dans ce cadre-là, en fait, on a fait donc cette visite. Là, vous voyez une photo en bas à droite avec différents Fundis. Donc les Fundis sont les sages de village qui détiennent un savoir-faire. Donc là, par exemple, il y a Babali, quelqu'un qui m'a beaucoup touché, où ils m'ont expliqué les interrelations qui existaient entre des pratiques de jardinage des milieux, particulièrement des milieux forestiers et de la ripisylve, le long des cours d'eau, et la manière de répondre à des enjeux actuels. Par exemple, à Mayotte, il y a de l'eau 1 jour sur 4, l'eau courante. Comment, par des pratiques de jardinage, et donc de développement de filières, de ce fait, de filières forestières pour la construction, de la petite fibre de bourre de coco ou autre, jusqu'au bois de charpente, on pourrait à un moment donné articuler ces plans de reboisement avec des stratégies de filières.
Ça m'a mis un peu une claque, ça a un peu ouvert le champ, le champ disciplinaire qui était le mien. C'est ce qui m'a amené à me former en agroforesterie pour essayer de me mettre à leur niveau, essayer de rattraper le retard que j'avais pour pouvoir échanger avec eux et à un moment donné, parler un peu stratégie, comment arriver à cet objectif de reboiser l'île, de réinfiltrer les eaux de pluie dans les nappes phréatiques et donc d'améliorer l'accès à l'eau potable sur l'île. C'est un exemple. Hein. Et donc ils ont commencé à me raconter cette histoire de Mayotte, particulièrement celle du Banga. Donc à la puberté, vers 13-14 ans, les garçons sont amenés à devoir construire une petite construction pour découvrir un petit peu les savoir-faire locaux et en même temps une certaine manière, un certain savoir-être en société. À cette occasion, ils font appel à la moussada, à l'entraide villageoise. Et c'est à ce moment-là que le tonton, la tata, le voisin, le grand-père amènent les enfants en forêt pour leur enseigner les bonnes pratiques de gestion forestière, de débardage, on va dire, et ensuite de mise en œuvre des matériaux. Et donc ça a complètement changé l'objectif de ce rapport et de la mise en place d'une stratégie qui s'est basée dans un premier temps sur les récits mahorais, et en essayant de relever l'ensemble des freins qui nous empêchaient de réactiver de manière massive, en le mettant à l'échelle, et en travaillant aussi sur une forme d'acceptabilité sociale, culturelle, de leur propre culture en fait, hein, qui était complètement... C'est le matériau du pauvre, c'est des pratiques désuètes, vieilles comme le monde, etc. Sauf qu'elles enseignaient quand même une manière de vivre en société. Bon, moi je ne crois pas du tout que ce soit quelque chose de désuet et qui n'a aucun sens, mais en tout cas c'est les retours qu'on avait de la population et de certains acteurs locaux. Et donc la manière de travailler avec les Fundis, ça a vraiment été de voir comment on pouvait faire passer dans du 2.0, on va dire. C'est un peu comme ça qu'on l'a appelé entre nous, faire de la rétro-ingénierie. Comment on pouvait réactiver le jardin mahorais, la pratique de jardinage traditionnelle qui articule des pratiques agroforestières, donc de l'agriculture sous couvert forestier, en alliant des productions vivrières, des productions de matériaux de construction, de la pharmacopée, etc., actuellement, le rendre efficient. Donc dans ce cadre-là, on a fait un travail, encore une fois, d'illustration, là, pour essayer d'expliquer la stratégie qu'on allait mettre en place et la méthode par laquelle on allait mettre en place cette stratégie. Donc ça s'est constitué sous la forme de ce schéma, avec des thématiques qu'on considérait devoir mettre en place pour redévelopper ces filières, des collections de connaissances des matériaux. Quand on veut utiliser un matériau en construction, il faut qu'on le fasse passer en laboratoire, il faut qu'on lui fasse passer tout un tas de règles, de tests et d'essais en laboratoire pour qu'on puisse avoir, à un moment donné, rentrer dans la norme, rentrer dans la règle. Même si à un moment donné, il y a des réalisations qui, de manière empirique, montrent que ça a fonctionné, il faut quand même, aujourd'hui, passer par là. Il y a aussi des connaissances de développement de connaissances sur les milieux. Quelles sont les essences qui vont le mieux fonctionner sur ce versant-là, sur cette exposition-là, au regard des compétences, des moyens matériels, etc. Des questions de logistique, de structuration et de dynamisation, dynamisation dans le sens de dynamiser le tissu associatif et économique local, etc. Voilà, vraiment sur des pendants très divers, mais vraiment très complémentaires. Dans un second temps, on leur a demandé, bon, très bien, c'est eux qui ont posé les thématiques, hein, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai fait que formaliser, guider un petit peu des fois, ou aider aux arbitrages, vraiment avec une casquette de médiateur, à la mise en place de cette stratégie. Une fois que les thématiques étaient posées, l'objectif, c'était de se poser sur 10, 15, 20 ans, on va où ? Très bien, on veut connaître les matériaux, on veut développer des connaissances sur les matériaux, c'est central, on va où ? Très bien, on veut développer une stratégie pour redévelopper le torchis. Quelles sont les études, les actions qu'on doit mettre en place à court, moyen et long terme pour y arriver. Et petit à petit, on a posé des jalons avec une stratégie pas à pas, comme ça, et donc ensuite, de manière cyclique, on réalisait des études. Donc cette bande dessinée rentre à un moment donné dans vraiment une des thématiques à la fin d'un cycle d'études qui a visé à un moment donné à nous rappeler que les pratiques traditionnelles mahoraises portent et élève l'acte de construire avant tout comme une opportunité de transmettre des savoir-faire, des savoir-être, et j'irai plus loin sur des savoirs habités un territoire. Et par savoir habiter, c'est maintenir des équilibres écosystémiques, des équilibres sociaux.
Donc voilà, la BD elle arrive là et nous on continue donc avec l'association BAM, Bambou à Mayotte, qui à la fin de ce rapport a levé la main en disant nous on va porter cette stratégie, on va l'appliquer, et avec l'association l'association aussi Culture Permanente qui est basée à Marseille mais qui travaille beaucoup à Mayotte sur justement le développement de la filière agroforestière. Voilà, donc aujourd'hui on passe dans un second cycle. Chido est arrivé et a mis en lumière tout un tas de fragilités territoriales, architecturales, en termes d'infrastructures, en termes d'accès aux soins, en termes de... Voilà. L'objectif qui était déjà avant d'interroger la manière dont les filières pouvaient répondre à des enjeux situés, d'accès à l'eau, d'inclusion des populations et de valorisation du patrimoine local, matériel ou immatériel, aujourd'hui prend un autre sens, en tout cas est encore renforcé dans le fait d'essayer de continuer à développer des actions qui aujourd'hui vont dans une logique de robustesse. Comment rendre ce territoire robuste et capable, par ces filières, par ces pratiques, d'absorber des chocs qui vont être de plus en plus violents et de plus en plus fréquents. Voilà, donc on est vraiment passé d'une logique de filière avec un objectif, il faut construire des bâtiments, à un élargissement du sens porté par les questions de filière en réponse à des enjeux pluriels, écosystémiques, sociaux, etc. Voilà. Tac. Et là, après, on passe à ça. J'ai une illustration pour... Ah oui, après, c'était les chaînes opératoires. Bah, attends, j'ai 30 secondes, vas-y, on peut passer. Il a encore 30 secondes. Voilà. Voilà. Donc là, par exemple, c'était un exemple non, donc normalement, c'est sur un fond blanc. Ou la suivante. C'est des exemples de chaînes opératoires qu'on a réalisées dans la bande dessinée qui sont accessibles via un QR code et qui expliquent, et donc ça c'est le travail qu'on a fait aussi de terrain avec les Fundi maoré, de l'ensemble des gestes, des bonnes pratiques de gestion des milieux. C'est pas comment je coupe du bambou, c'est pourquoi en le coupant comme ça, je vais à la fois répondre à des enjeux écosystémiques parce que je vais pouvoir restituer au sol, que des enjeux de transmission parce que le fait de le transporter comme ça ou de le transformer comme ça est accessible à un enfant. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de donner du sens aux gestes techniques à travers ces chaînes opératoires. Et donc les Fundi nous ont vraiment largement ouvert leurs portes. C'était vraiment... c'était un bon moment quand même. À chaque fois, c'était accueil avec vous le verrez dans la bande dessinée, avec un volet, un barbecue. C'était des moments assez vraiment conviviaux, quoi. C'est vraiment le savoir-être et le savoir habiter maoré dans toute sa splendeur. Voilà. Voilà, je pense pour Chanda. Je te laisse... Bien, merci d'avoir introduit la bande dessinée. Moi, je vais surtout parler de mon travail de dessinatrice. Donc, je me présente, je suis Aurélie Orita. Donc, ça fait 20 ans que je fais de la bande dessinée. Je fais plutôt ce qu'on appelle de la BD du réel. J'ai commencé par faire de l'autobiographie. Et il y a presque une quinzaine d'années, je suis tombée dans les sciences sociales sans le savoir. En fait, ça a commencé parce que en bande dessinée, il y a un courant depuis plusieurs années qui est la BD de reportage. Et donc, à l'époque, il y avait une revue de reportage qui se montait, la revue dessinée dont on a déjà parlé ici. Et Chris, l'un des co-rédacteurs en chef qui était à l'origine du projet, m'a abordé un jour au Salon du Livre, l'inauguration. Salut Aurélia, on est en train de monter une revue. Tu peux proposer le reportage que tu veux. Et moi, je m'intéresse beaucoup aux utopies et à l'autogestion notamment. Voilà. En fait, une de mes obsessions, c'est est-ce qu'on peut vivre sans chef ? Voilà. Bon, je ne savais pas encore que c'était un sujet très prisé en anthropologie, mais donc j'ai décidé je me suis retrouvée, je voulais faire un reportage sur le lycée autogéré de Paris. Donc j'y suis allée, j'ai demandé, je pensais y rester 3 semaines et j'y ai passé 1 an. Et au bout d'1 an, en fait, le reportage, petit à petit, s'est transformé en une expérience d'observation participante, voire très participante, parce que je me suis retrouvée donc le lycée autogéré de Paris, c'est un lycée sans proviseur ni surveillant, qui est dans le 15e, qui existe toujours, même s'il est en difficulté actuellement, qui est régi sur les principes de l'autogestion. Donc j'avais une micro-société comme ça de 250 habitants qui se nommait les Lapiens. Voilà, ils avaient même un nom. Et j'ai passé 1 an et j'ai animé un atelier BD, j'ai repassé mon bac aussi, parce que je voulais être du côté des profs.
et du côté des élèves. Enfin bon. Et donc, en fait, j'ai publié le livre. Finalement, ça n'a pas été publié dans la revue dessinée parce que c'était pas tout à fait le format. Donc, le livre LAP, la BD, LAP, un roman d'apprentissage, est sorti en 2014, soit 2 ans après mes premiers contacts avec ce lycée. Et en fait, c'est grâce à cette BD que j'ai rencontré Frédéric Julian, parce qu'il avait fait justement un appel à projet dans l'anthropographique. Et moi, à l'époque, j'étais à l'INALCO, j'étudiais le Khmer, parce que j'avais un projet de bande dessinée sur ma famille qui a vécu le génocide de Khmer Rouge. Et donc, j'étais à l'INALCO pour apprendre le Khmer. Et mes profs m'ont fait passer un mail où il y avait Frédéric qui présentait son projet. Et je me suis dit, ben oui, c'est ce qu'il me faut. Donc, on a échangé un peu quelques mots au téléphone et il m'a invité à une édition de son séminaire à Marseille, Une autre façon de raconter, où j'ai rencontré des anthropologues, des architectes, il y avait aussi d'autres auteurs de BD. Et à la suite à ce séminaire, j'ai décidé j'ai quand même terminé ma licence de Khmer à l'INALCO, mais j'ai bifurqué en master en anthropologie à l'EHESS, ici même. Donc voilà, j'ai fait mon master en 4 ans parce que comme je travaillais à côté, j'ai redoublé 2 fois, chose qui ne m'arrive jamais d'habitude. Mais moi j'ai le syndrome de la bonne élève, mais bon. Et en tout cas, c'était magnifique. Je suis vraiment très contente d'être ici ce soir pour vraiment remercier l'école, parce que c'était un enseignement mais formidable. J'ai appris énormément de choses. J'ai pu choisir. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu choisir mes matières parce que c'est comme ça que ça se fait ici. Mais j'étais bien guidée par Frédéric parce que je sais qu'il y a d'autres étudiants qui peuvent être un peu perdus. Voilà, la liberté, c'est difficile. Mais bon, moi, c'était une liberté guidée. Et donc, voilà, j'ai surtout pris... Alors, j'ai eu mon master en 2023. J'ai passé mon master. Et le titre, c'était « Contribution de la bande dessinée au terrain et théorie des sciences humaines et sociales ». Et donc, ça consistait en un corpus d'une centaine de bandes dessinées à intérêt pour les sciences humaines et sociales. Donc, comme Frédéric le disait, il y a eu quelques tentatives, notamment Casterman avait lancé une collection qui s'appelait Sociorama, mais effectivement, c'était des travaux de sociologues qui étaient déjà allés sur le terrain. Et l'adaptation BD s'était faite après coup. Du coup, il y avait un hiatus entre justement le travail de première main, le terrain qu'on aime tant, et voilà le dessinateur. Et puis il y avait aussi des problèmes en termes de choix. Ils avaient pris un parti pris fictionnel, c'est-à-dire qu'ils ont adapté des enquêtes réelles, anonymisés bien sûr, mais ils ont créé des personnages. Et ça faisait une espèce de petite contradiction en termes de pacte de lecture. Ça, c'est quelque chose que j'ai développé dans mon mémoire. Parce qu'il faut savoir que, voilà, une bande dessinée, quand on la lit, alors maintenant il y a de plus en plus de bandes dessinées dites du réel, mais quand on vous dit que c'est du réel, mais que c'est une fiction, il y avait quelque chose d'un peu, qui n'était pas tout à fait encore abouti. Bon, la collection s'est arrêtée. Et donc, dans mon corpus, j'ai pris des BD historiques, des BD de reportage, et énormément. Donc, j'ai beaucoup lu de BD. J'ai passé, je crois que c'est le master le plus cool du monde, parce que le corpus, c'est que des BD. Non, il y avait aussi beaucoup de choses, des articles scientifiques, voilà. Et une chose particulière, j'ai rendu quelques devoirs en bande dessinée, notamment le séminaire de Laurent Berger, je lui ai demandé avant quand même l'autorisation. J'ai fait une BD sur les culturalistes parce qu'il fallait choisir un courant de l'anthropologie. J'ai choisi les culturalistes. Voilà, j'ai rendu en BD mon séminaire sur la pratique ethnographique qui s'est faite pendant le confinement. Donc j'ai fait une ethnographie depuis mon balcon. Et c'était intéressant parce que, en fait, c'était une ethnographie purement visuelle où j'analysais. En face de moi, j'avais un immeuble. Je l'appelais l'immeuble Blade Runner parce qu'il était. Alors, je ne sais pas qui était l'architecte. Enfin, j'ai su, mais j'ai oublié. Les balcons étaient en plexiglas rose.
Et donc, c'était que des petits cubes. Vous savez, ils aiment bien les petits cubes en ce moment, que des bâtisses carrées. Et donc, c'était des cubes transparents. Et je voyais les gens vivre sur leur balcon, puisque c'était le confinement. Et voilà, j'essayais d'analyser les structures familiales. Voilà, il y a combien d'enfants? Ah, il y a le grand-père, il y a la grand-mère. Et donc, voilà, j'en ai fait un rendu. Voilà. Et donc, ce qui m'intéressait quand j'ai rejoint le projet de Frédéric, c'était la question qui traverse mon mémoire, c'est est-ce que la bande dessinée peut, au même titre que le cinéma ou la photographie, peut être considérée comme un langage scientifique, en tout cas pour parler, restituer des sciences humaines et sociales. Donc j'étais... Au bout de 4 ans de recherche, c'est un peu compliqué quand même, parce que il y a quand même quelque chose de très puissant dans la bande dessinée, c'est la narration. En fait, il y a comme 2 forces, imaginez 2 forces. Voilà. Vous connaissez très bien les critères scientifiques voilà, pour qu'une étude soit validée scientifiquement, mais j'ai remarqué que c'était incompatible souvent avec une bonne histoire. Voilà. Alors, on peut justement, parce qu'il y a des règles aussi dans la narration, il y a aussi, c'est peut-être aussi, les règles sont faites pour être aménagées, brisées, mais il y a quand même des choses, comme un développement, on pose des personnages. Alors, en bande dessinée, par exemple, qu'est-ce qui fait un personnage? Souvent, c'est des personnages un peu saillants qui ne sont pas forcément représentatifs du public qui nous intéresse. Enfin, c'est une espèce de biais ludique ou de biais d'amusement, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance, par exemple, voilà, quand je suis sur le terrain avec mon carnet, je vais être attirée graphiquement par des personnes qui sont pas photogéniques, mais dessingéniques. Et j'ai essayé de batailler contre ça, justement. J'ai essayé d'injecter un peu de scientificité dans ma manière d'aborder le terrain. Et en fait, c'est finalement, au bout de toutes ces recherches, au bout de ce master, j'ai revu, je suis beaucoup plus humble, parce que c'est comme ça quand on apprend plus de choses. Et je me dis que si je peux juste instiller une petite grille de lecture anthropologique dans mes terrains, je continue de faire de la BD de reportage, je serai déjà contente. Et c'est pour ça, alors, pour revenir à cette BD, effectivement, on a rencontré... On avait de la chance parce que tous nos personnages sont des personnages de BD. C'est des personnages déjà hauts en couleur. Donc, je ne sais pas si tu les avais sélectionnés pour ça, Mathias. Mais... Donc, vous verrez, en fait, j'avais rien à couper. Tout était pris. Après, ce qui était compliqué, c'était toutes les choses techniques. Parce qu'au tout début, on voulait intégrer les chaînes opératoires. Parce que c'était ça le projet au début. C'était comment rendre attrayante une chaîne opératoire. Comment passer du bambou brut à un plancher en latis, c'est ça. Et j'ai essayé. Et en fait, c'était très chiant. Donc, c'est là que le projet s'est un peu transformé et que, de toute façon, on avait déjà dans l'optique de faire un cahier scientifique. Et là, je me suis dit, tous les trucs un peu techniques, ça va être très bien expliqué par un architecte, un anthropologue. Moi, j'ai des petites lunettes anthropologiques au niveau master, mais je vais juste faire ce que je sais faire le mieux, raconter des histoires. Et je pense que là, on a réussi à trouver un bel équilibre entre ces 3 forces, quelquefois contradictoires, mais souvent complémentaires. Allez. Oui, si je peux compléter, en même temps, la question c'est comment, à travers une chaîne opératoire, donner la parole aux gens qui la mettent en place, cette chaîne opératoire. Et pour moi, c'était là que ça commençait à bloquer. C'est que c'était compliqué à leur donner la parole et à rendre cette parole, j'allais dire, rayonnante ou solaire, c'est-à-dire expliquer quelles sont les conditions sociales, spirituelles, familiales, historiques qui sont à la base, qui sont à l'origine de ce geste technique. Et c'est là où il y a une forme de partition qui s'est mise en place avec d'un côté le geste technique et son sens écologique, environnemental, etc. Mais en même temps, la nécessité, et par le travail d'Aurélia, de créer ce récit historique, ce récit personnel. Et la BD, en effet, était le bon moyen de réussir à traduire ça. Quelles étaient ces conditions? Qu'est-ce qu'ils font? Quelles sont ces conditions? Les conditions qui amènent à ça,
qui amène à comprendre, mais parce que Mayotte a beaucoup de choses à nous apprendre sur ça, hein, quelles sont les conditions qui nous amènent à comprendre qu'à la fin du cycle de vie d'un matériau, celui-ci doit être restitué au sol et doit pouvoir être digéré par un sol. Parce qu'un sol s'épuise, hein. On tire du bois, on tire du bambou, si on ne le restitue pas, ça va pas revenir comme par magie. Donc c'était ça qui était quand même assez puissant, c'était justement de recueillir tous ces récits sur les esprits, bon là il y a Lutfi sur juste de l'observation. Ce que tu dis, c'est très important. C'est-à-dire que d'un côté, donc toi, tu avais le côté technique avec les chaînes opératoires et tu ne pouvais pas insérer tout le contexte. Et moi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai fait le contexte, mais je ne pouvais pas insérer des choses techniques. Et là, ce que tu dis sur le matériau qui revient à la Terre a été magnifiquement dit par l'un des Fundi. Donc, un Fundi, c'est quelqu'un qui dispose d'un savoir et qui le transmet à d'autres. C'est un terme d'origine swahili, et donc qui est utilisé là-bas. Et donc Lutfi, qui est l'un de nos Fundi, mais avec d'une manière très poétique, arrive à nous dire en des mots hyper simples ce que ce que tu sais toi, parce que tu as fait des études en ce sens, mais lui il n'a pas fait d'études, c'est juste en faisant, en étant en contact, en construisant sa propre maison et en jardinant son milieu. Voilà, c'est ces deux pages là où qu'est-ce qu'il dit voilà, le bois il est fait naturellement pour nous aider. Quand on le coupe, il repousse. Quand il pourrit, il retourne à la terre. Et le béton, il rend rien à la terre. Et juste ces mots simples comme ça, je trouvais ça formidable de l'entendre de la bouche des principaux concernés, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Oui, merci à tous. Alors, l'échange est déjà enclenché. Et on sent vraiment que l'écriture de cette BD a donné lieu à pas mal de discussions sur les choix effectués. Mais alors, avant d'en venir à vous questionner davantage là-dessus, nous avons deux commentateurs ici présents que je vais là encore introduire dans l'ordre de la prise de parole. À commencer par mon voisin, Johan Ocant, directeur d'études et directeur du Centre des savoirs sur le politique, le CESPRA, à l'EHESS. C'est bien le dernier ouvrage, Johan, le dernier ouvrage, c'est The Swedish Experiments, The COVID-19 Response and Its Controversies. Et c'est paru en 2022. Donc un livre sur l'expérience de la COVID-19 en Suède. Alors on peut se demander pourquoi Mayotte, puisqu'on l'a compris, Johan est spécialiste de la démocratie et de la protection sociale en Scandinavie. Johan a publié, après le cyclone, une tribune dans le Monde consacrée à Mayotte, dont il nous dira davantage dans un instant. Et peut-être que son actuel projet sur les implications des ambitions de neutralité carbone pour l'État social n'est pas totalement étranger à cet intérêt pour une île située très très loin de la Scandinavie. Et donc dans cette tribune, Johan appelait à un plan ambitieux de reconstruction de logements susceptibles de résister aux assauts de plus en plus fréquents des cyclones. Et comment faire cela sans bétonner l'île, c'est une des questions qui est soulevée, c'est la question qui est soulevée dans la BD. Puis nous entendrons, et nous sommes ravis, le président l'a rappelé tout à l'heure, de l'avoir parmi nous, Louis-Antoine Dujardin, éditeur de bande dessinée pour les éditions Delcourt, qui est le troisième éditeur de BD en France, c'est ça, et qui consacre son métier d'éditeur à mettre la richesse narrative de la bande dessinée, c'est l'objectif, au service de la diffusion auprès du grand public d'enquêtes, pourrait-on dire, alors des enquêtes de journalisme d'investigation, telles que les algues vertes, gros succès en 2019, ou encore fake news, mais aussi des enquêtes socio-anthropologiques comme La force de l'ordre de notre collègue de l'école Didier Fassin, paru en 2020. Et donc à présent,
cette enquête. Alors, je vais vous laisser la parole vous avez 10 minutes chacun pour commenter l'ouvrage et poser des questions à l'autrice et aux auteurs. Merci. Merci de cette invitation à commenter. Je pense que c'est la première fois que j'ai l'occasion de venir discuter d'une bande dessinée, et encore plus d'une bande dessinée sur Mayotte. On pourra effectivement se demander pourquoi. Et donc une bande dessinée qui est très riche, qui a plusieurs niveaux de texte et de dessin, historique, sociologique, écologique, architectural. Alors effectivement, les raisons ma légitimité à parler d'une BD sur Mayotte peut être assez ténue. Je crois que c'est le côté espiègle de Jérôme Malois qui organise un peu cet événement, d'aller chercher quelqu'un qui travaille sur la Scandinavie pour parler de Mayotte. Bon, il se trouve qu'il y a peut-être quelques raisons en diagonale, effectivement, et en tout cas, moi, j'ai eu un grand intérêt à lire cette bande dessinée, que je n'ai pas lu comme un projet scientifique à proprement parler, mais effectivement comme une manière détournée d'aborder certaines questions qui sont essentielles pour les sciences sociales. Et éventuellement de toucher d'autres publics. Et donc, il se trouve que l'année dernière, j'ai eu l'occasion de transiter très rapidement par Mayotte en allant passer un mois à Madagascar. C'était mon premier séjour dans ces régions. Et donc, un certain nombre de problématiques, disons, sociales, architecturales, économiques, qui peuvent se poser à Mayotte, se posent aussi dans une certaine mesure à Madagascar. Et quand le cyclone est arrivé, j'ai ressenti le besoin d'écrire quelque chose dans un moment où, vous vous souvenez, on était dans une phase d'inaction politique et de blocage politique complet en France. Et donc là, on était face à une urgence manifeste qui pouvait éventuellement galvaniser un petit peu. Et Mayotte représentait tout un tas de symboliques croisées de l'urgence politique du moment, qui pouvait nous appeler à nous interroger. On pensait aux questions migratoires, bien sûr, sociales, économiques, climatiques, etc. Et donc, il y avait vraiment une très grande symbolique. Et donc, cette tribune était très modestement, sans illusion aucune, une façon de tirer une sonnette d'alarme dans un contexte où il se passait très très peu de choses. Il se trouve qu'après on a eu un gouvernement et un nouveau ministre chargé qui s'est occupé de ces questions-là. Il y a un autre aspect qui est plus personnel, qui m'a beaucoup intéressé dans cette bande dessinée. Il se trouve que j'ai construit une maison avec des matériaux biosourcés, en l'occurrence une maison en bottes de paille. Ça, je sais pas, je pense que Jérôme le savait aussi. Et donc évidemment, les problématiques architecturales et écologiques, mais l'agroforesterie ou l'agroécologie qui sont très présentes dans cette bande dessinée, elles m'intéressent au premier plan. Alors, de fait, je suis globalement très d'accord avec l'approche qui remet la construction de l'habitat dans une perspective holiste, en prenant en compte la gestion des sols, de l'eau, des cultures vivrières. On peut aller plus loin, par exemple, on parle pas beaucoup d'assainissement ou d'énergie, bien sûr, qui sont essentiels dans ce cycle-là également. Et la BD et puis le cyclone, ils ont vraiment mis l'accent sur la vulnérabilité de l'habitat, la régression aussi d'une certaine forme, paradoxalement, de progrès ou de modernité qui met en avant toute la fragilité qu'elle porte. D'ailleurs, on voit bien que le vocabulaire lui-même est pernicieux et un peu galvaudé, parce que si on regarde le titre de cet ouvrage, le béton et le bambou, en fait, ce qui est visé derrière le béton, c'est le ciment, puisque le béton, c'est rien d'autre qu'un mélange d'agrégats et de liants, mais on peut avoir du béton de bien d'autres choses, avec de la chaux, de la terre et des éléments qui retournent.
retourne justement dans l'écosystème. Donc c'est le ciment. Et moi j'ai vu une chose qui m'a frappé par exemple dans les rues de Madagascar, c'est la manière dont des petits travaux comme concasser des pierres sont devenus essentiels pour justement faire du béton, en l'occurrence plutôt du béton de ciment. Donc ce mot de béton, il est tout à fait ambivalent. On pourrait peut-être même rajouter un troisième terme qui me semble manquer un petit peu dans le titre, c'est celui de tôle, puisque finalement un des autres matériaux essentiels et qui n'est pas forcément si facile à remplacer que ça dans les constructions locales, c'est la tôle, et elle est ultra dominante. Vous savez que c'est un matériau qui n'est pas particulièrement bioclimatique pour le coup. Essayer d'aller... Moi j'ai été invité par des étudiants à prendre le café par 40 degrés dans des petits bâtiments en tôle. Bon, on se demande comment on peut supporter ça longtemps. Or, il y a effectivement des manières de construire qui pourraient se dispenser d'avoir seulement de la tôle. Il y a d'autres matériaux, en particulier des matériaux recyclés localement, qui pourraient être utilisés. Donc effectivement, le bambou, la terre et d'autres matériaux biosourcés peuvent être certains de ces ingrédients. Ça ne veut pas dire que dans l'habitat urbain tel qu'on le voit dans ces régions-là, il n'y a aucune compétence, il n'y a aucun artisanat, il n'y a aucune solidarité. En fait, il y a beaucoup d'art de la débrouille, du recyclage des matériaux, mais il y a aussi, c'est vrai, une forte déconnexion avec l'environnement naturel, ou ce qu'il en reste, le climat, et qui vont nécessiter au mieux des artifices du type... quand on peut se le permettre, de la climatisation et d'autres formes de confort pour soutenir les aléas du climat local. Alors, d'ailleurs, je me demandais si le terme de banga, c'est une question que j'avais, par évolution, n'avait pas été utilisé pour décrire aussi certaines formes d'habitat simplement en tôle précaire, et alors qu'au départ, c'était pas forcément ça. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas qu'une question de pauvreté monétaire, ça concerne aussi les modes de construction des classes moyennes et des plus riches. Je crois que la BD, elle tient bien les fils de l'architecture et de ceux qui l'habitent, la construisent, peut-être un petit peu moins au travers de thèmes assez centraux à Mayotte, comme ceux de l'immigration, des bidonvilles qui ont été aussi les plus touchés par le cyclone, de la démographie de l'île, donc de la soutenabilité des sociétés insulaires de petite taille, mais de démographie croissante. On voit bien que dans ces contextes aussi, la construction en dur est aussi une manière de protéger les biens lorsqu'on est dans des contextes de forte inégalité avec beaucoup de cambriolage, beaucoup de vols, etc. Donc, une des questions, je crois, essentielles que je voudrais poser, c'est peut-être dans le contexte post-cyclone. Il y avait déjà eu un cyclone très important, très, très violent il y a une quarantaine d'années. Est-ce que ces initiatives ont une audience croissante après le contexte de l'urgence immédiate, lorsqu'il faut reconstruire, au-delà de l'habitat informel, qui lui n'attend pas et se reconstruit rapidement. Qu'est-ce qu'il en est par exemple de cette filière qui est vraiment très intéressante de briques de terre crue, qui appartient à la même famille des matériaux biosourcés, qui semble avoir été arrêtée en plein élan par des décisions un peu arbitraires et administratives. Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de l'impact de cet objet bande dessinée finalement dans ce contexte-là, à la fois auprès des acteurs locaux? Est-ce que c'est un médium qui peut avoir une influence particulière, et pourquoi avoir choisi celui-là? Moi je trouve que
l'annexe, ce qui m'avait un petit peu frustré, c'est de ne pas avoir suffisamment d'éléments sur les méthodes constructives, et en particulier sur l'aspect pas forcément low-tech du bambou, puisqu'on a une expérience constructive architecturale importante dans le monde à base de bambou. Et ça arrive un petit peu avec l'annexe rédigée à la fin de l'ouvrage. Et je crois que voilà, même si c'est une plante qui pousse très vite, même si c'est très résistant, qu'est-ce que ça signifie d'envisager une telle filière en termes quantitatifs de différentes variétés de bambou, parce qu'elles ne sont pas toutes utilisables de la même façon. On fait des murs, est-ce qu'on peut faire des sols, on sait qu'on peut faire des bardages. Là, c'est évoqué par Mathias le fait qu'il faut des traitements chimiques et que donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Et donc, quelle peut être la sensibilisation de la population et puis des autorités locales dans le sillage de cette catastrophe? Est-ce que finalement, à la fin des fins, c'est pas le béton de ciment qui gagne? Il s'est largement imposé en métropole, mais dans des petites îles lointaines qui sont soumises régulièrement aux tempêtes tropicales, c'est peut-être moins évident. Et en particulier, au-delà de la question du simple bambou, je pense que c'est un élément de l'équation là. Il y a tout un questionnement autour des matériaux recyclés et d'autres types d'ingrédients constructifs qui peuvent être valorisés. On peut penser, je sais pas, aux palettes par exemple, dont on sait qu'on fait des constructions temporaires. Et donc, je crois que voilà, c'est un objet tout à fait fascinant que cette bande dessinée. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire, même en PDF, puisque j'avais pas la version manuscrite. Je suis content de voir l'objet, qui est très beau. Et voilà, donc ça fait quelques petits points qui probablement intéressent un peu plus l'architecte à ma droite, mais j'espère qu'on pourra en discuter. Merci. Je fais juste une petite réponse. Je laisse Mathias pour ça. Je dis juste quelque chose sur le choix BD, parce que c'est une des questions. Quand on est allé sur le terrain, on ne pensait pas encore faire une BD. Ce qui était prévu, c'était une exposition itinérante qui a lieu, qu'on ne peut pas exposer ici, mais qui a été itinérante, qui aurait dû être itinérante à Mayotte. Malheureusement, il y a eu Chido. Elle tourne si j'ai bien compris, à La Réunion. Elle est passée à La Réunion, elle va y retourner. Donc, c'était quand même des planches de BD. Il y avait des planches de BD, et c'était pas la BD qui tournait. C'était pas le livre, c'était les chaînes opératoires en long, sur 6 mètres, en grand format. Donc c'était à des fins de transmission. Mais la première question qu'on s'est posée, c'était est-ce qu'on pourrait pas... on pensait exposer ce travaux dans des médiathèques, musées, etc. C'est notre première idée. Et puis on s'est dit, mais qui va là? Pas grand monde. Par contre, tout le monde a un téléphone portable et tout le monde est en train de regarder des images. Donc on avait pensé à une BD sur le web. Il fallait trouver la plateforme et on n'a pas bien résolu cette équation, et tout compte fait, on ne l'a pas suivi. Donc l'idée de la BD avec Louis-Antoine est venue, et ça a été le moyen d'intégrer. Ça, c'était sur le support, c'était ça. Après, moi j'ai une remarque, puis je passe la parole à Mathias. On n'est pas uniquement face à des artisans de l'artisanat et des constructions traditionnelles. On est dans des situations hybridées par des gens qui ont une tradition, mais qui sont formés à l'école de la République, qui sont formés en France, qui sont formés avec des savoirs déjà multiples et hybridés. Nous, on amène un niveau de supplémentaire d'hybridation et de complications, parce qu'on rentre des questions sociales, on rentre des questions culturelles, et on rentre de l'ingénierie, des matériaux en plus, et je passe la parole à Mathias. Jenda, tu veux...
3 points. Donc, comment on reconstruit actuellement. Donc, moi, j'y vais à la fin du mois, donc je vais voir un petit peu réellement comment ça se passe. Moi, en tout cas, ce que je vois, ce que j'entends de mes camarades qui habitent, qui sont présents localement, déjà, comme le disait Lola Paproki, qui est de l'agence Encore Heureux, et qui a vécu l'événement, le cyclone Chido, il y a eu beaucoup d'entraide. Il y a eu beaucoup de bon sens en fait qui s'est mis en place pour faire en sorte de survivre et de reconstruire un petit peu comme on pouvait. Comme le dirait Babali, le coprésident de BAM, de calfater les tôles, de faire un petit peu comme on pouvait, comme ils peuvent aussi. Il y a eu aussi un phénomène de bétonisation en effet. Mais comme le disait le DGS de la mairie de Chiconi, oui, on va dire que le béton c'est génial jusqu'au prochain séisme. Où on se rendra compte que les chaînages n'ont pas été forcément bien mis et ça va générer aussi tout un tas de sinistres et potentiellement de morts aussi. Donc là, ce qui est en train de... Moi, ce que j'analyse, particulièrement à travers le travail de l'agence ARAPA, Attila Chessial et Sylvia Frey, c'est comment le ferment culturel mahorais est déjà une part de la réponse à la reconstruction et aux bonnes pratiques de reconstruction. C'est-à-dire qu'à travers la transmission orale, à travers la transmission du geste technique, du geste et du bon sens, ça fait un écho bizarre, et du bon sens qu'il y a derrière chaque geste, le geste, le sens environnemental, social, spirituel, etc. On peut aussi trouver la force à un moment donné de reconstruire cette île comme il se doit. La deuxième chose, sur les matériaux. Le béton et le bambou. Moi, je mets toujours un gros point d'attention à ne pas penser l'architecture comme une succession de matériaux, mais comme des systèmes constructifs qui vont, à un moment donné, si on le pense comme ça, à un moment pouvoir se compléter les uns les autres. Le béton, la tôle, il y en aura toujours à Mayotte, à moins qu'il n'y ait plus de bateaux demain. Et le béton, on en aura encore besoin. On en aura besoin pour faire des fondations et pour des endroits précis où on a besoin de certaines résistances et certains degrés de résistance, que ce soit aux airs marins, à des descentes de charge, etc. Mais à un moment donné, il faut penser système constructif, il faut penser multimatériaux. Donc là-dedans, c'est à un moment donné comprendre que dans le torchis, quand on ne traite pas un bambou, quand on veut utiliser du bambou, aujourd'hui du vulgarisme mahorais, si on veut l'utiliser en construction extérieure, il faut le traiter. On regarde l'architecture vernaculaire traditionnelle mahoraise, le fait de l'utiliser en torchis, de mettre de la terre par-dessus, protège aussi bien au feu le bambou qu'aux insectes xylophages qui vont venir le manger. Après, il faut le couper au bon moment de l'année, avec suffisamment peu de nutriments aussi dans le bambou pour ne pas intéresser les insectes. Donc, c'est ça, c'est comprendre qu'il va falloir utiliser un petit peu tout, faire beaucoup de réemploi, c'est ce qui s'est mis en place, beaucoup de calfatage de tôle, etc., ne pas tout jeter, ne pas taper sur tout le monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma posture. Il faudra travailler avec ceux qui font du béton parce qu'ils sont aussi là. Mais à un moment donné, il faut aussi faire du mix, quoi. Il faut faire du mix et valoriser les pratiques traditionnelles. Il y a tout sur place. Il y a tout sur place. Et avant tout, il y a les hommes, il y a les femmes, il y a les enfants et la connaissance qui sont mobilisables. Et pour terminer, sur l'objet BD, moi, ils m'ont forcé à être dans la BD. Ils m'ont dit, Mathias, il faut que tu acceptes d'être dessiné. Moi, la BD, pour moi, elle doit donner la parole aux Mahorais. C'est ça qui est important dans la BD, là. C'est que c'est eux qui parlent. Et ça leur donne la parole. Et post-Chido, c'est d'ailleurs avec beaucoup on a eu beaucoup de chance d'inviter par exemple Babali au Forum Bois Construction qui s'est tenu au Grand Palais grâce à l'aide du mouvement pour la frugalité heureuse et créative, des gens comme Dominique Gauzin-Muller, Aurélie aussi qui a beaucoup travaillé dessus, etc. D'inviter et de donner la parole à des Mahorais. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut qu'on réussisse à faire à un moment donné. C'est penser cette stratégie de reconstruction avec eux. Donc, moi, la BD, elle va peut-être pouvoir servir à ça, les faire connaître, à un moment donné, transmettre leur parole jusqu'à des institutions, à des responsables institutionnels ou administratifs, à des praticiens, au grand public, et puis peut-être aussi qu'à un moment donné, les Mahorais disent, punaise, c'est pas que la solution est là, parce qu'il faut la mettre en œuvre, il faut des moyens, ok, mais punaise, on a quand même, ils sont pas morts, quoi. Nous, nos savoir-faire traditionnels, ils sont devenus ancestraux et plus personne ne sait gérer une forêt, très peu de gens savent gérer une forêt comme ça se faisait il y a 70 ans ou 80 ans.
eux, ils ont encore la chance d'avoir les gens, quoi. Des hommes, des femmes, des enfants qui sont là. Et quand on va à Mayotte, on la voit, cette énergie. On la voit, punaise, on veut faire, quoi. On veut faire. Donc, cette BD, elle peut donner la parole et elle peut donner à voir et donner un peu de fierté aussi aux populations locales. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est dans ce cadre-là qu'on l'a fait. Mathias, j'aurais une question tout à l'heure pour tous les deux, en fait, ou tous les trois, sur la transmission culturelle. Elle sera peut-être quand même davantage adressée à Frédéric Julian, mais vous pourrez y répondre tous les trois. Mais j'aimerais d'abord, juste pour enchaîner sur ce que tu disais sur le format BD, donner la parole à Louis-Antoine, qui n'a pas encore commenté la BD. Donc, pareil, en une petite dizaine de minutes, et puis après, on reprendra le débat. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Alors, je dois vous dire que je suis quand même impressionné d'être là aujourd'hui. L'École des hautes études en sciences sociales, c'est quand même un titre qui impressionne. Et puis, il faut bien que je vous avoue que si je suis devenu éditeur de BD, c'était pour deux raisons. Mon amour de la science-fiction, des voyages intersidéraux, et puis aussi pour ne surtout pas arpenter les mêmes chemins que mon père, Philippe Dujardin, chercheur en politologie historique. Mais on n'échappe pas à son destin, je pense. Et il me faut bien admettre qu'il est certainement impossible d'imaginer des mondes nouveaux sans s'appuyer d'une manière ou d'une autre sur ce qui existe et ce qui nous a été transmis. Et c'est bien tout le projet de ce livre que j'ai eu le plaisir d'accompagner, c'est faire du neuf avec de l'ancien, trouver une forme nouvelle, en tout cas, si ce n'est nouvelle, originale ou intéressante, pour transmettre des gestes qui, eux, sont des gestes ancestraux. Et puis proposer une nouvelle manière de regarder le monde, voir des pistes pour réparer le monde, comme Frédéric l'a initié il y a quelque temps. C'est important, je crois ici aussi de dire d'où l'on parle, et moi j'ai conscience de parler d'une position privilégiée. Mon travail, c'est qu'on me raconte des histoires, c'est d'écouter des gens qui vont avoir des idées, et puis moi derrière, dans ma tête, tout d'un coup il y a un objet, en fait, je me dis dans quelques mois, quelques années, il y aura quelque chose qu'on tiendra entre les mains et qu'on va offrir, qui va vous dire tiens, lis ça, en fait, tu vas apprendre des choses, ça va être drôle, ça va être chouette, et puis en fait, chemin faisant, encore une fois, je le redis, moi je viens de la fiction totalement, mais je me suis mis de plus en plus en fait à plonger et à replonger dans le réel, et c'est ainsi que je me suis rendu à Marseille il y a 3 ans à l'invitation de Boris Pétric et de la Fabrique des écritures alternatives en sciences humaines, et que lors d'un atelier j'ai rencontré Frédéric Julian, qui lui-même anthropologue, avait été l'initiateur de ce projet, une autre façon de raconter. Et c'est Frédéric qui, le premier, m'a raconté cette histoire de 3 zigotos partis à l'autre bout de la France, rencontrer des Mahorais, des Mahoraises, autour de cette question un peu incongrue pour moi, en tout cas totalement lointaine, qui était celle de la construction en bambou, de la culture et de la construction en bambou. Mais il y avait déjà là en fait les ingrédients qui sont ce que je recherche, et Aurélien l'a déjà évoqué, qui sont les ingrédients d'une bonne histoire, et qui sont les personnages. On en avait déjà les personnages, on avait 3 naïfs, Frédéric, Aurélia, Mathias, et puis 7 Fundi, Babali, Kolo, Conflit, Lutfi, Attila, Faya et Monsieur Respect. Je les ai cités toutes et tous, pas besoin d'en dire plus, on est déjà dans une saga écrite par un Tolkien des antipodes. Alors, il y avait mes 3 consoeurs et confrères là, à côté de moi, ils étaient là. Il y avait l'anthropologue Frédéric Julian, qui avait bien compris qu'il y avait là, avec les 7 Fundi, qu'il y avait des grands sachants,
dont le savoir, littéralement, c'est ce qu'il m'a expliqué, ce qu'il nous a expliqué, qui est un savoir qu'ils tiennent entre leurs mains. Il y avait ce souci, en fait, de montrer le geste, et c'est ce que tu nous disais, Frédéric, c'était que grâce à la bande dessinée, on allait montrer des gestes. Et il y a cette image notamment incroyable, je crois que tu l'as faite passer, et Aurélia l'a même redessinée, qui est cet homme de Vitruve, mais à la manière mahoraise, au milieu d'une bambouseraie mahoraise. Alors pour faire une BD, voilà, il faut des personnages, mais il faut aussi en fait un cadre, des décors. Alors là, voilà, Mayotte, microcosme des solutions et des crises. Des crises, parce que pour faire une bonne histoire, en fait, il faut des problèmes. Donc là, on avait, pour le coup, voilà, on n'en manquait pas de problèmes, puisque Mayotte est vraiment un instantané, il y a une loupe grossissante sur les crises qui sont les nôtres, les crises du XXIe siècle. Et c'est pas des crises lointaines, c'est les crises qu'on vit aussi, nous, en métropole, les crises de l'eau, les crises de l'habitat, les crises de la solidarité et du monde de demain. Et puis une histoire, elle est bonne aussi, elle tient au talent de celle qui la conte. Et là, c'est la partie de l'autrice de BD, Aurélia Orita, avec qui on a énormément échangé sur des questions, sur des questions très techniques, qui sont en fait de techniques, mais de techniques dramaturgiques, qui sont le rythme de l'histoire, qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on montre, les ellipses, les zooms, les flashbacks, les flash-forward. Parce qu'il faut bien vous dire en fait que rien n'est gratuit dans l'art de la BD. Et Aurélia, qui n'est jamais désinvolte dans sa manière d'appréhender les choses, elle disait, elle a le syndrome de la bonne élève, elle a ce sens aigu de l'économie dramaturgique et de ce délicat équilibre entre le sérieux et l'humour qui, pour moi, est la marque des meilleurs pédagogues. Et puis enfin une histoire, elle reste en vous. Quand le livre il est refermé, il y a des livres il y a des choses qui aussitôt refermées, on les a un peu oubliées. Alors une bonne histoire, un bon livre, il reste parce que il y a une graine qui s'est plantée, qui est une morale. Qui va peut-être infuser en vous et qui va être votre manière ici une manière de penser le monde. Et ça, je pense qu'on le doit beaucoup à Mathias, parce que lui, son exigence, c'était de nous rappeler, c'était son souci en disant il faut que ça serve. Il faut que ça serve, et il avait ce que je qualifierais en fait un optimisme critique, voire une colère créative. C'est ce qui nous a amené, et je trouve ça très beau que ce soit un architecte qui nous amène ça aussi, quelqu'un qui construit. Il nous a dit il faut faire quelque chose qui dure et qui soit pas juste pour nous, pour se faire plaisir, mais qui serve aux autres, aux gens qui vont lire ce livre et qui vont habiter le monde. Alors avec ces trois auteuristes, on aurait pu faire 3 livres, et ça a été le défi. Qui était de faire non pas un livre avec un témoignage en BD, un livre avec un récit scientifique, un livre qui soit un manuel d'architecture, mais de faire un objet complet. Et j'espère en fait qu'à la lecture, en tout cas c'est la gageure qu'on s'est donnée, qui était en fait de faire après toutes ces étapes nombreuses, de construction, d'écriture, de dessin, de relecture, de lecture, de maquette, c'est plus de travail qu'une histoire de fiction, clairement. C'est un labeur. Mais je crois qu'on a trouvé une certaine formule alchimique, où les 3 brins d'ADN ont donné en fait un travail collectif. On a un peu fait notre moussada du livre, non ? Qui est quelque chose où on apprend les uns des autres. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime bien les gens, on cherche des personnages, on cherche des personnalités aussi. Là, c'est des gens qui ne manquent pas de personnalité. Les 3 personnes qui sont à ma gauche et à ma droite, donc personne ne voulait lâcher grand-chose sur son terrain. Mais c'est aussi ça, je pense, qui fait qu'on a fait un bon livre, parce que tout le monde est là, et tout le monde a mis du sien, et totalement du sien. Et que c'est pas du compromis. C'est un ouvrage, en fait, c'est la somme de ces 3 individualités, ça fait pas 3, ça fait plus que 3. Et puis c'est un livre donc de bande dessinée du réel, qui est un genre qui s'est déployé avec ampleur, succès, aujourd'hui, des succès de librairie.
Et j'avais jamais pensé en fait en faisant de la bande dessinée du réel aussi au risque que ça impliquait. Moi, je vous le disais, je fais partie plutôt, voilà, c'est Hugo Pratt qui avait eu ce très beau terme je me considère comme un voyageur immobile. Hein, je vis mes aventures par procuration à travers mon métier d'éditeur. Mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose quand on se confronte au réel, il vous revient des fois en pleine figure. C'est ce qui est arrivé quand Chido s'est abattu en décembre dernier sur Mayotte, et que soudain, cette histoire, elle a pris une dimension quand même dramatique. Alors on a fait ce petit travail, hein, on a essayé d'être juste là aussi, on a essayé de contextualiser, de remanier quelques éléments pour surtout ne pas faire abstraction de la détresse humanitaire des Mahorais et des Mahoraises. Voilà, à la demande de Mathias, Frédéric, Aurélien, on a aussi pris la décision en fait de faire en sorte que l'effort commercial de vente du livre, il serve aussi, puisque en fait il y a une petite partie des profits qui va aller à l'association BAM pour aider à la reconstruction de Mayotte, puisqu'ils sont en première ligne pour ça. Et donc voilà, j'aimerais terminer avec ce petit espoir que notre bande dessinée elle soit à la hauteur des Mahorais, des Mahoraises, qui sont en première ligne face au fracas du monde. Donc c'est pas une question, désolé, j'ai pas commenté, j'ai pas questionné, mais j'ai voulu apporter un peu ce petit point de vue qui est le mien en fait du fond de mon bureau. Merci. Merci beaucoup. Alors, il n'y avait pas vraiment de questions à l'attention des auteurs et des autrices. Hein. On a très bien senti effectivement la moussada, qui est donc élargie à tous les quatre. Hein. Je vais en profiter pour vous poser une question donc, qui s'adressera à tous les quatre et ça m'a vraiment chiffonné en lisant la BD. Je me demandais dans quelle mesure ce choix d'aller voir Seth Fundy était un choix délibéré de scénarisation, ou bien dans quelle mesure ça reflète finalement, parce que chacun y va de son savoir. On a effectivement la reconstruction d'une chaîne opératoire, mais de manière très fragmentaire, dispersée à travers une série de personnages qui chacun y va de sa petite expérimentation. Il y en a maman qui se renseigne, je n'ai pas réussi à retrouver la page. En fait, il suit des tutos sur YouTube. Hein. Et donc, c'est une question qui porte sur le fait de savoir dans quelle mesure donc c'est un choix de scénarisation ou ça reflète une certaine réalité sociale de Mayotte, une forme d'éclatement social qui irait de pair avec un éclatement des savoirs. Mais je sais que je parle sous le regard d'une éminente spécialiste ici présente, Sophie Blanchy, sur Mayotte. Donc je pose cette question en guise d'ouverture au public. Si je peux me permettre, je vais dire deux mots. Non, c'est pas le fondement anthropologique, il n'est pas là. Honnêtement, on avait une mission d'urgence dans lequel Mathias m'a invité à participer. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Mayotte, je travaille en Afrique de l'Ouest. Et j'ai dit oui parce que j'avais ce projet anthropographique. Donc, effectivement, on n'est peut-être pas représentatif, on est peut-être passé à côté de la plaque. Maintenant, aux autres de dire, mais je veux dire, la construction de la comparaison, elle est en fonction des personnes. Et c'est ceux qu'on a pu rencontrer par hasard. Enfin, pas par hasard, certains étaient planifiés, et puis d'autres par hasard. Et ce hasard, avec ces deux jeunes adultes qui utilisaient les tutos pour développer quelque chose, on a voulu les mettre dedans parce qu'on a voulu montrer aussi ce que c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est vivre avec des images de partout et innover. Donc le monde, il est en tuto aujourd'hui aussi. Et cette partie-là, c'était montrer aussi l'hétérogénéité du réel. C'est ça qui était amusant pour nous. Je précise ma question parce que ce n'était pas du tout une critique voilée sur laquelle vous seriez à côté de la plaque ou non légitime à parler de Mayotte. Pas du tout. Justement, je me demandais dans quelle mesure ce choix narratif de suivre, d'aller voir 7 personnages vous a été imposé d'une certaine manière. C'est pas nécessairement un choix, vous a été imposé à Mayotte
par la réalité sociale même de Mayotte. Et donc c'est en fait tout le contraire. C'est le contraire d'être à côté de la plaque. Vous êtes tombé très juste, j'ai l'impression. Alors, c'est encore plus simple que ça. La raison est vraiment très très simple. Donc à l'origine, avant que ce soit une BD, hein, d'accord, nous on voulait faire un inventaire des pratiques qu'on voulait illustrer pour montrer aux institutions les gestes, les outils et le fait qu'il y ait une pratique. Que c'est pas quelque chose issu du folklore qui n'existe que dans les on-dit lorsqu'on se rencontre le matin ou le soir ou au café dans les entreprises mahoraises ou j'en sais rien quoi. C'était pas du tout ça. L'objectif c'était de montrer que ça existait. Et donc avec BAM, on a commencé à monter donc toutes les actions qu'on avait planifiées en 2019. Notre travail c'est on monte un cahier des charges qu'on co-construit avec des experts. Qu'ils soient géographes, anthropologues, architectes ou autres, on fait en sorte de trouver des financements. Avec les financeurs, on essaye de trouver une forme d'équilibre sur le plan des besoins aussi auxquels ils peuvent nous demander. Voilà, nous, on ne veut pas que ce soit 2 personnes, on veut que ce en soit 7 parce qu'on veut avoir une diversité de pratiques, un artiste, un éco-constructeur, quelqu'un qui a une entreprise, un jeune, un designer, etc. Et donc c'est en co-construisant ce cahier des charges qu'est apparu ce chiffre de 7, c'est-à-dire les différents profils qu'on a. Il n'y en a pas 2 qui se ressemblent, il n'y a pas 2 artistes, il n'y a pas 2 éco-constructeurs, il n'y a pas 2 architectes, il y a un peu de tout ça. Et donc voilà, c'est exclusivement comme ça. Et dans la constitution de BAM, ces personnes-là, ces Fundi, on les connaissait, plus ou moins bien, hein, et il y en a qui étaient très actifs et d'autres qui venaient de temps en temps filer un coup de main pour un chantier d'éco-construction, de construction d'un banga dans un village, d'un tobé ou d'autres constructions traditionnelles, et donc naturellement on est retourné vers eux. Voilà. Je vais répondre d'un point de vue narratif. C'est vrai que les 7, c'est un chiffre un peu magique, comme 3, 12, voilà. On connaît les 7 mercenaires, on connaît... alors oui, comme Mathias le dit, c'est un hasard. Et moi, c'est ce que j'aime dans la BD du réel, c'est que parfois, la vie a plus d'imagination que nous, et la vie est la meilleure des scénaristes. Et c'est pour ça que j'adore faire des BD du réel. Mais c'est vrai que c'est amusant qu'il y en ait eu 7. Et bon, pour revenir sur le terrain, effectivement, alors on prétend pas avoir fait une ethnographie de Mayotte. C'est vrai que moi, quand je suis allée là-bas, je connaissais pas. Je me suis beaucoup renseignée. J'ai lu notamment des livres de Sophie Blanchy. J'ai lu aussi le recueil de contes qu'elle a qu'elle a recueilli avec une de ses amies, Zaharia Swahili, je crois. Et j'ai lu aussi l'article qu'elle a écrit avec Laurent Berger sur la fabrique des mondes insulaires. Mais tout ça, c'était aussi pour... et on a eu aussi l'aide de Mathilde Hélon, qui a fait un passionnant travail à Mayotte. Donc elle nous a aidé à relire. Parce que, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas passé énormément de temps, enfin pas assez pour appeler ça une vraie ethnographie, mais il fallait quand même qu'il y ait des bases solides. Voilà. Donc j'explique un petit peu tout ça, mais c'est vrai qu'à la base, comme le projet c'était autour des techniques de construction, voilà, on s'est focalisé sur ça. Je rappelle donc 2 choses importantes, c'est que le béton et le bambou portent pour sous-titre Propositions pour Mayotte et le monde, et qu'il y a quelques exemplaires qui sont proposés à la vente. Donc si vous souhaitez avoir une dédicace du niveau de celle qu'a reçue notre président, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Eh bien, merci à toutes et tous. Merci beaucoup à tous nos participants, et donc allons boire un verre.